retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité. On va commencer dans un premier temps par le national avec le remaniement ministériel qui a commencé avec la nomination de Monsieur Castex au poste de Premier ministre et succède donc à Édouard Philippe après une période de crise assez houleuse, mais qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, puisqu'on rentre dans la crise économique et sociale en ce moment. Et en deuxième partie, nous aborderons donc les élections municipales et on fera un petit clin d'œil justement à ces 14 nouveaux maires qui ont été élus. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Harry Broussillon qui est sociologue et monsieur Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, au niveau national, on l'a appris ce matin, mais visiblement c'était déjà un petit peu dans les tuyaux puisque ça sentait le gaz entre Emmanuel Macron et monsieur Édouard Philippe. Donc Jean Castex a été nommé en tant que Premier ministre. Vos premières impressions sur l'homme que l'on baptise entre guillemets Monsieur Déconfinement? Oui. Moi, l'image que j'ai de M. Castex, puisque je suis un hospitalier, c'est son séjour à l'hôpital. Monsieur Rentabilité Hospitalière, puisque oui, c'est lui. Il était directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins de la DOS. Et c'est lui qui, en 2005-2006, a lancé la T2A, Exactement. la tarification à l'activité, qui a provoqué ce que l'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle maintenant du déficit des hôpitaux, très rapidement, on dit, eh bien, l'une des causes, en tout cas celle qu'il a révélée et qu'il a accentuée, c'est la T2A. À tel point que, bon, actuellement, il est question de revenir sur la T2A. Mais en tout cas, l'expérience du milieu hospitalier montre bien, disons, à quel homme on a affaire. C'est-à-dire que c'est un libéral pur jus, pur craint. De toute façon, homme de droite, un homme de à droite. Très à droite, ami de Sarkozy. Il semble d'ailleurs que quand il a été nommé Premier ministre, la première personne qu'il a appelé, c'est Sarkozy. On a vu les félicitations qu'il a eues également de Xavier Bertrand, qui était également à la santé. Donc, bon, je pense que Macron joue un dernier atout. Mais ce qui est clair, selon moi, deux choses en tout cas. D'une part, c'est qu'il a décidé de ne pas changer. Il a décidé d'accentuer la pression, en fait. Donc c'est ce message-là je pense, moi, c'est ce que je perçois. Et j'ai envie de dire aussi qu'il a décidé plus que jamais de diriger seul. De diriger seul, en s'entourant des individus qui ne sont pas des politiques, donc qui ne sont pas sur des projets politiques, mais qui sont des instruments, disons, chargés d'appliquer sa politique à lui, personnellement. Très certainement, il a à rendre compte ailleurs, mais il faut qu'il y ait des hommes, disons, des hommes de main. Et le Premier ministre, c'est un de ceux-là. Maintenant, il s'agit de voir ce que fera Édouard Philippe, puisque, bon, il part comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour lui non plus. Hein. Il est apparemment, il prenait trop de place. Oui, mais je veux dire que politiquement, il va atterrir où? Parce que les Républicains n'en veulent pas. Alors peut-être aussi qu'il sera contraint parce qu'il est perdu là, mais je pense qu'il a des ambitions politiques nationales. Non, et peut-être présidentielle. Peut-être qu'il sera contraint lui aussi à créer son groupe politique, comme Valérie Pécresse a fait. Chacun crée son groupe politique, dissident des LR. Et puis, peut-être, on verra que de quelque temps, eh bien, il se présente au présidentiel. Il en a la stature, en tout cas. Il en a la stature. Je crois qu'il ne faut pas... Parmi les hommes de la droite, je crois qu'il en a la stature. Une stature c'est un président en devenir, peut-être. Qu'on ne retrouve pas, disons, dans la gauche française. Pour le moment, de la gauche française, il n'y a pas d'homme qui émerge. Au niveau de la droite, il y a au moins celui-là. Est-ce que la gauche existe encore? Aussi, la gauche existe. La gauche existe en France. Je pense que M. Mélenchon, en tout cas, il est encore là. Et puis, il y a la gauche qui ne paraît pas, c'est l'extrême gauche qui est là, c'est les Besançon et tout ça. Mais la gauche en France, elle non plus, elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu. En tout cas, en face de Macron aujourd'hui, de mon point de vue, pour le moment, il n'y a personne qui émerge à gauche pour faire la différence vraiment, ou alors pour se hisser à la hauteur de l'affrontement qui se prépare. Alors, Monsieur Coriolan, que pensez de la nomination effectivement de celui qui a un peu précipité la casse du service hospitalier à la tête de l'État juste après une crise sanitaire inégalée? Je reprends un propos qu'a dit Harry Broussillon. C'est un technocrate, donc la volonté de Macron de gouverner seul. C'est un exécutant.
ça n'est pas un politique, même s'il a beaucoup traîné dans les couloirs politiques, mais c'est un exécutant. Il a quand même un gros bagage politique, il est maire depuis 12 ans, oui, mais ça demeure quand même un technocrate, l'homme de tous les coups administratifs depuis LR, depuis Sarkozy et aujourd'hui avec Macron. Donc c'est un technocrate, c'est la volonté de Macron de ne pas avoir vraiment de tête forte à côté de lui. Et puis surtout, ce qu'on a vu depuis le début, c'est la poursuite à droite. Pour ceux qui doutaient de savoir est-ce que Macron est de droite ou de droite, la réponse est claire. La réponse est claire. C'est un maintien et une courbe encore plus à droite de ce gouvernement. Alors, moi, ce qui m'intéresse très sincèrement, c'est comment tout cela sera décliné ici et comment les relais de M. Macron vont nous essayer de nous faire avaler tout ça en local. Et là-dessus, on est très, 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 très veillatifs. Bon, les relais affirmés ou tous les relais? Mais les choses sont tellement... ceux qui siègent, mais qui n'admettent pas. Les choses sont tellement troubles aujourd'hui, mais on saura les trouver. On arrive de temps en temps à les déceler. L'important aujourd'hui, et c'est un peu la démarche de Sentinelle Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe se positionne dans tout ce, entre guillemets, je vais appeler ça un cinéma. Parce que la France fait son cinéma politique selon ses intérêts propres. Aujourd'hui, c'est à nous de savoir comment on se détermine face à ça. Et la période du Covid l'a montré plus que jamais. Il est vraiment important que nous puissions savoir comment nous devons nous déterminer. Macron fait sa politique pour ses intérêts nationaux français. À nous ici de savoir quand c'est bon, comment on peut l'adapter, comment on peut le récupérer dans notre intérêt selon nos propres préoccupations. Mais on ne mène pas la danse, M. Coriolan. Comment imposer alors qu'on ne mène pas la danse? Il y a beaucoup de subtilités de cet article 73 qui peuvent... Alors, c'est pas grand-chose, mais on peut ne pas appliquer comme des moutons. On peut faire des propositions, on peut élever la voix, et c'est ce qu'on a toujours reproché ici, c'est que les mesures gouvernementales soient ipso facto appliquées ici avec un silence ahurissant de nos locaux. Alors ça n'est pas grand-chose. La meilleure solution, c'est que nous puissions, nous, décider en local. Mais en attendant, aujourd'hui, on a affaire à des gens, en tout cas au niveau des relais de ce gouvernement, qui se contentent, sans broncher, de nous balancer ici tout ce qui est décidé par Macron là-bas. Par exemple, moi sur la crise du Covid, moi j'avais un avis très particulier là-dessus. J'estime que c'est une crise qu'on aurait dû gérer en local. Par exemple, je pense que même on n'aurait même pas eu besoin de fermer les écoles si on avait fait une étude locale avec des scientifiques locaux pour savoir quel est l'impact, quel est le degré d'impact de cette chose-là, de ce virus ici. Bon, c'est un exemple, mais systématiquement, les mesures que la France prend ne sont pas forcément en notre faveur. Donc, c'est l'intérêt guadeloupéen qu'il faut regarder, quel que soit le ministre qui sera nommé en France. Mais justement, mais en général, nos élus sont plutôt aptes à suivre les mesures gouvernementales et les relayer ici, clairement. Il y a de plus en plus une société civile qui se fait entendre. Aussi. Des jeunes qui sont plutôt actifs de plus en plus, même si on dit qu'ils ne participent pas à la vie publique, ils ne votent pas et tout ça, ils ne participent pas au jeu démocratique. Mais la société civile est très... Alors, sur les réseaux essentiellement pour l'instant. Et nous, on les invite à se faire entendre de plus en plus. Mais la société civile, avec ses nouveaux moyens de communication, d'information et de communication, sont de plus en plus aguerris et de plus en plus informés de ce qui se passe, et de plus en plus, ils émettent leur opinion sur la façon dont les choses sont faites. À charge pour les élus d'en prendre compte ou pas. Mais je pense que de toute façon, dans un terme relativement moyen, la société civile va envahir l'espace politique. On n'a pas le choix. On est dans un département en Guadeloupe qui n'a pas fait sa révolution comme la France en 1789. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, tout est à faire en Guadeloupe. Il faut commencer. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ont joué pendant des années et des années à la politique. Aujourd'hui, il faut la faire véritablement dans l'intérêt de la Guadeloupe. Et la société civile se fera entendre là-dessus. Avec d'autres, il n'est pas question de faire une révolution, on va bouler tout le monde. Mais il faut aujourd'hui fabriquer la Guadeloupe avec des gens en conscience. D'accord. Donc on met les politiques de côté? Non, avec certains politiques, mais qui seront conscients. Avec certains. Certains politiques, il faudra qu'ils s'expriment sur le sujet. Il y a tous les hommes politiques, quand ils arrivent en politique, ils ne sont pas tous mauvais. Je pense que la majorité des... Peut-être qu'ils le deviennent un peu tous.
Alors j'en sais rien. Alors il y a des gens qui disent que le pouvoir au pouvoir, j'en parlais dans le couloir avec Harry Boussillon, qui dit c'est très difficile une fois au pouvoir de pouvoir maintenir, de garder sa conviction et son idéologie. C'est là tout le chantier, certes. Mais je pense que les gens qui vont en politique en Guadeloupe, beaucoup d'entre eux, ils vont sincèrement pour faire quelque chose pour la Guadeloupe. Alors, le but, c'est qu'ils soient tensés et qu'ils soient bousculés par la société civile pour qu'ils restent fidèles aux intérêts guadeloupéens. Et ça, avec Sentinelle, on le fait, des fois brutalement, des fois plus souplement. Mais je pense que ça plaît, hein, le petit aspect brutal, un peu choc, je pense que ça plaît. On ne le fait pas pour plaire ou pas, on le fait parce qu'on pense que ça mérite d'être dit comme ça. Il faut lâcher, il faut faire tomber les masques, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire franchement que la Guadeloupe, ça n'est pas la France. Nous sommes français administrativement, mais nous avons tout à fait le devoir et le droit de nous autodéterminer, qui est un grand terme, entre guillemets, mais de dire très sincèrement comment nous comptons exister dans cet espace, sur cette planète, tout simplement. C'est un vaste sujet. Deux choses, je reviens sur ce qui vient d'être dit, puisqu'on reviendra là-dessus dans la deuxième partie de la discussion. D'abord, sur ce qui se passe en France. Je suis vraiment sidéré par la surdité ou l'autisme du président de la République. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça peut être affolant. Quoi. Comment un type comme ça peut être enfoncé dans ses certitudes. Et décider seul, mais vraiment seul. Moi, j'ai envie de dire que ça relève d'une pathologie. Non, une pathologie mentale, hein. Je le dis comme je le pense, hein. Pathologie mentale. Mais ce n'est pas possible. Avec tout le vacarme qu'il y a en France, dans la société française, toutes les crispations qu'il y a, tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait, une société qui depuis longtemps, n'avait jamais bougé autant. Autant d'effervescence sociale. Le gars n'entend pas. Il fait semblant d'entendre. Il va compatir sur le terrain et quand il rentre après, il prend ses décisions. C'est assez choquant. Et en plus, il montre que je continue, je désigne quelqu'un qui très clairement, aux yeux de tous, est chargé de poursuivre en exécutant, disons, la politique que j'ai définie. Seul. Alors quand, chez nous maintenant, on n'arrive pas à comprendre ça, je trouve que c'est grave. Pourquoi bon nombre d'hommes politiques chez nous ne peuvent pas réagir? Parce que quand vous entrez en politique, il faut savoir pourquoi on entre en politique. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Bonne question, très bonne question, M. Broussillon. Mais si vous rentrez en politique sans que vous ayez déjà une vision politique... Est-ce qu'on rentre en politique à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on a une vision politique ou est-ce qu'on cherche à assouvir certains besoins de pouvoir ou intérêts personnels? Est-ce qu'on a une vision politique? C'est pas dans une commune dire que tel type pour mettre de l'eau, pas mettre de l'eau, pas faire kibitin, et moi quand il fait ça. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Est-ce qu'ils ont une culture politique? Il y en a qui parlent de socialisme. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le socialisme? Est-ce qu'ils connaissent Jaurès? Est-ce qu'ils connaissent Gued? Il y en a qui adoptent des postures, mais profondément, il n'y a pas de culture politique. Ce sont des postures. Ce sont des postures. Les gens viennent, ils veulent faire ils veulent être maires. Bon, ils sont maires. Mais il est normal que quand vous n'avez pas de discours politique, de discours cohérent, vous n'avez aucune cohérence vis-à-vis de l'autre. Parce que quand le préfet parle, il défend une politique, il a une cohérence, il a une logique, il a un argumentaire. Mais vous avez quoi? Vous réagissez. Et comme je le dis souvent, nous ne sommes pas dans le temps de la réaction, mais de l'action. Nous ne sommes pas dans le temps de la dénonciation, mais de l'énonciation. Mais si vous ne pouvez pas énoncer la politique que vous voulez, énoncer, c'est pas dire qu'on s'en ouais, mais c'est pas mettre de l'eau. Ok, bah, de l'eau, c'est rien ça. Tout le monde peut dire ça. Exact. Il n'y a pas de vision politique derrière ça. Mais on y reviendra tout à l'heure, quand on va parler des élections qui viennent. Mais je veux dire qu'on ne peut pas s'opposer à une politique, à une logique politique, à une orientation politique, si soi-même on n'en a pas une. Ouais. On ne peut pas, on n'a pas de vision du pays, on ne pense pas le devenir du pays. Mais bien sûr, vous avez une politique à courte vue, à courte vue, ok? Courte vue, le temps d'un mandat? Le temps de mandat, mais géographiquement aussi, dans la commune.
mais vous n'allez jamais vous en sortir. D'accord. Alors, il y a des choses qu'on disait sans trahir la deuxième partie du débat, où on va aborder le local, mais on prenait l'exemple des municipales, où c'était un concours de gestion. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, les choses sont inversées. J'estime, et d'autres personnes le pensent aussi, que l'idéologie doit primer sur la gestion. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la gestion, la façon de gérer les lois, les règlements, ce sont des outils, ce sont des véhicules pour appliquer une politique. Aujourd'hui, on propose quoi aux Guadeloupéens? Si on regardait les débats à la télévision, c'était aux meilleurs gestionnaires. C'est-à-dire que, bon, voilà, à ce moment-là, la politique a perdu tout son sens. Embaucher des techniciens. Ah, c'est ça. D'accord. Un CV et puis, la politique a quand même un sens ou un idéal, une société qu'on rêve pour son pays. C'est ça, d'abord. Mais c'est aussi, ça vient de l'effritement des partis politiques. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que vous aviez des partis politiques qui avaient une certaine idéologie. Ça a disparu aujourd'hui. Donc tout le monde qui a fait un peu de droit, qui a fait un peu d'administration, croit qu'il peut être le meilleur maire. Le meilleur maire, ça n'est pas ça. Le meilleur maire, c'est la personne qui a une idée de son pays dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Et qui, en fonction des règlements existants, propose de le décliner. Mais c'est l'inverse total. Aujourd'hui, en tout cas en Guadeloupe, moi je pense que ça devrait être comme ça. C'est inversé totalement. Mais le problème avec les partis, c'est que ça a créé aussi une espèce d'entre-soi. Et finalement... Mais les partis se sont fait avoir dans ce jeu-là. Les partis se sont fait avoir. Ils sont rentrés aussi dans ce système-là d'inversement des rôles où, je ne sais pas, je n'ai pas assisté à beaucoup de réunions des partis politiques, mais je ne pense pas que ça parle beaucoup d'idéologie. Alors, il y a quelques partis guadeloupéens qui avaient une forte idéologie, comme le Parti communiste ou les indépendantistes, on pouvait être d'accord ou pas. Mais il y avait une idéologie, il y avait un véhicule idéologique. C'est-à-dire, on savait que le mouvement indépendantiste était pour l'autodétermination, l'indépendance de la Guadeloupe, et on était pour ou contre, mais ils avaient ça comme projet. Le Parti communiste également, avec une idéologie de gauche. Aujourd'hui, excusez-moi, mais de tous les maires que j'ai vus, je n'ai pas pu percevoir l'idéologie. Ça ne met pas en doute leur valeur ou leur qualité, ou alors peut-être qu'ils en ont et qu'ils ne le disent pas. Mais je n'ai pas perçu d'idéologie, ou très peu. Et il faut que ça revienne. C'est vrai que c'est discutable. Mais je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui travaillent. Je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui travaillent là-dessus. Alors, Maître Myriam Massingo nous a rejoint. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, on a un petit peu débordé sur les municipales, mais on va concentrer la partie municipale en deuxième partie. Là, on parlait effectivement de la nomination donc, de Jean Castex au poste de Premier ministre, début d'un remaniement qui s'annonce quand même assez périlleux pour le gouvernement. Pour attraper la crise, bon, je ne pense pas que ça puisse le faire, mais ils espèrent en tout cas. Alors, que pensez-vous de l'homme Jean Castex? J'ai envie de dire peut-être certainement comme beaucoup de Français ou de Guadeloupéens, pas grand-chose pour l'instant. Donc il sort, enfin, c'est un peu comme tous les hommes politiques qui sont arrivés dans ce gouvernement, puisque c'est tout nouveau, tout beau, tout frais, donc ils ont de toutes nouvelles idées et tout va être différent de ce qu'on a connu. Je sais juste que Jean Castex était le monsieur retour, déconfinement et qui va nous aider à relancer. Donc maintenant, on se réveille le matin et on a un nouveau Premier ministre. J'ai envie de dire, l'annonce, pour l'instant, ça s'arrête à là. Oui, il a déjà fait quelques déclarations, mais bon, ça reste, oui, mais la politique reste un peu floue. Vous me pardonnez d'être prudente et de ne pas avoir tout à coup une exclamation de stupéfaction, de bonheur et d'attente, et en me disant que tout va changer, ça y est, vu que... Pour vous, tout va rester en l'état. Franchement. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on nous vend à chaque fois l'enveloppe et on s'attend à un contenu. Et pour l'instant, j'ai toujours été un petit peu déçue. Et à la limite, je ne pensais pas en fait que notre Premier ministre allait disparaître, bien que sa barbe commençait à se teindre totalement en blanc au fur et à mesure des jours qui passaient. On disait même que les sondages étaient bons et qu'il même, il y a 2 jours, j'avais vu qu'il avait plus de points. Sa cote de popularité était plus élevée que celle d'Emmanuel Macron. Oui. Peut-être que ça gêne. Alors je me demande, est-ce que ce n'est pas ce qui a scellé son sort? Donc, je ne sais pas. Je trouve ça étonnant. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche, ça disparaît.
Qui marche entre guillemets. En Techniquement, popularité. il était là pour marcher. En popularité, oui. en marche. En popularité, voilà, je me réveille, je regarde ce qui affiche sur mon téléphone. Ah, on a changé de premier. Ah, d'accord, très bien. Avec la nouvelle n'a fait que tomber ce matin. Bon, Très bien. On s'est réveillé, on avait un nouveau Premier ministre. Mais il était un peu contraint aussi, parce que bon, quand même après tout ce que la France a vécu, et nous forcément, Macron était obligé de faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le Covid, on en était à la demande de son départ. Bon, il a eu de la chance. Un petit tour de passe-passe. Le Covid lui a filé un sacré coup de main. Fusible dans les gilets jaunes ont quitté la rue et tout, mais juste avant que les gens soient confinés, il était question de savoir quand est-ce qu'ils allaient partir. Et ils avaient commencé déjà à marcher sur l'Elysée. On en était là. Oui, donc si après le Covid qu'il a, on dit bien géré, mais je trouve plutôt très très mal géré, au point de, excusez-moi du terme, mais d'emmerder les gens pour 10 jours d'école à la fin parce qu'il faut qu'il... C'est maladif chez lui, il faut qu'il décide. Non, il n'avait pas le choix. Alors avec son Castex. Mais en parlant de purement politicien, je pense que c'est pas mal pour Édouard Philippe, c'est un bon coup pour lui. Je crois qu'il part au bon moment. Il sort par la grande porte finalement. Il ne fait pas qu'il part au bon moment et il sera présent. Parce que vous avez remarqué qu'à la fin, il avait des félicitations de Mélenchon. C'était assez bizarre. Vous avez pas remarqué ça? Oui. C'est vrai que Mélenchon est allé au Havre conférer contre lui pour les municipales. Il y avait un candidat communiste qui le soutenait. Mais pendant longtemps, à l'Assemblée, Mélenchon lui disait, tu te fais avoir, fais attention, Macron veut ta peau, fais attention, il t'envoie le charbon. Okay, donc, mais là, clairement, on le voit comme un fusible. Hein. Il fallait faire quelqu'un sauter. C'est aussi peut-être un coup politique pour lui. Je ne pense pas. C'est pas un gars, ce tempérament que je vois, c'est pas un gars qui capitule. C'est pas un gars qui parle à queue entre les jambes. Il a certainement un projet derrière ça. Il a certainement un projet. Enfin, on verra les mois qui viennent dire. Non, pour les présidentielles, en tout cas, beaucoup en parlent. Il a un projet. Il se prépare pour les présidentielles, éventuellement. Avant que le bateau... La seule chose, c'est que le président des LR, comment il s'appelle là, a dit qu'il a trahi, en fait, qu'il n'a plus sa place là. Enfin, les LR, donc, c'est clair est-ce qu'ils peuvent encore vraiment dire non, mais je veux dire, pour ce que pèsent les LR, le problème de Philippe aujourd'hui, c'est effectivement les présidentielles, il peut y penser, mais avec qui? Avec qui? Mais justement, il devrait peut-être créer son propre parti, finalement, son propre mouvement. Son propre parti. Parce qu'au niveau des LR, on n'en veut pas. Et Rachida Dati non plus n'en veut pas. Donc, mais il y a encore d'autres gens de la droite qui ont fait dissidents, comme Pécresse et d'autres. On va voir, mais je crois qu'il va rebondir. Ok. Bon. Philippe, qui a plus ou moins, on va dire, fait le job, qui sort par la grande porte. On a Jean Castex, donc, qui est téléguidé par Emmanuel Macron, directement placé Premier ministre. Dans quel but? En tout cas, dans la santé, il part avec un a priori défavorable. Ah non, mais c'est clair, là. Monsieur Rentabilité, T2A... Là, de toute façon, dans le milieu soignant, je ne vois pas comment il pourra convaincre les gens. Ce n'est pas possible. Il est responsable. Il était parmi ceux qui ont copié ce qui se faisait aux États-Unis, notamment, pour introduire des logiques privatives quasiment. Quoi. Vraiment la notion de rentabilité. De la rentabilité, faire en sorte que entre le public et le privé, eh bien, qu'au niveau des coûts, tout ça, que ça y ressemble. Quoi. Alors, mais comment se fait-il qu'un homme pareil, qui finalement ne fera pas la majorité auprès de l'opinion publique, puisse être nommé Premier ministre? Donc Emmanuel Macron... Je ne vais pas répéter ce que je disais pour Macron, parce qu'on me dirait que... J'ai dit qu'il n'est pas bien, ce gars-là. Il n'est pas bien, c'est pas possible. Non, il n'est pas bien. De prendre des décisions comme ça, c'est soit il n'est pas bien, soit... il y a peut-être un petit plan derrière aussi, bien étudié. Peut-être trop étudié. Moi, je voulais soulever un autre aspect, c'est un peu le copinage en politique, puisque effectivement Jean Castex, qui est monsieur rentabilité des hôpitaux, monsieur déconfinement ces derniers temps, il est également monsieur organisation des Jeux Olympiques de 2024, il est maire depuis 12 ans, il est conseiller départemental, à lui tout seul, il engrange en tant que fonctionnaire plus de 200 000 € par an. Ouais, bien payé. Et très très bien payé, c'est l'un des hauts fonctionnaires les plus payés. Donc est-ce que c'est pas ça un peu le jeu des copains, on se place, on se déplace, on se place, on se déplace? Non, mais c'est un peu la preuve que ces gens-là n'ont que faire en réalité. Et bon, moi j'ai un défaut, la Guadeloupe m'intéresse plus que tout. En Guadeloupe comme en France,
très sincèrement, je pense que ces gens-là n'ont que faire des préoccupations. Voyez, même l'opinion publique, le fait que... L'opinion publique, mais l'opinion publique, elle peut toujours crier, elle peut toujours descendre dans les rues, il y a les gendarmes pour les faire arrêter. Bon, ces gens-là viennent faire leurs affaires, ils viennent faire leur marché, et très sincèrement, je pense qu'il est loin le temps, et on parlait d'idéologie, mais c'est valable pour la France également, il est loin le temps où des gens venaient avec des convictions très fermes, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, ces gens-là viennent faire leurs affaires, ils n'ont aucun scrupule à aller prendre leurs amis, même s'ils n'ont pas de compétences, même si personne ne les connaît. Casse-texte, oui, j'ai du mal. Vraiment. Mais vraiment, je pense, j'ai vu un gars de droite, DLR, qui a dit qu'il ne le connaissait pas. Donc c'est des gens qui sortent de nulle part, mais entre copains... On a dit qu'ils se faisaient discrets jusqu'à maintenant. Oui, la bonne Griveaux, ils sont sortis de nulle part, ils ont fait un coup, ils ont réussi, ils sont au pouvoir, les gars. Bon. Donc là, vous pensez que peut-être il est là pour la retraite? Bon, là, il a de grosses je suis pas là dans ces calculs et ça ne m'intéresse pas. Il y a la retraite ministérielle qui tombe. Mais c'est triste parce que finalement, ces gens-là décident du sort d'être humain d'une société, quoi. C'est quand même assez grave. Et même Macron, quand on le regarde, ce gars-là, il est relativement inquiétant. Et ce sont des gens qui sont, et malheureusement en Guadeloupe, on est malheureusement victime et on n'a pas le choix des décisions qui sont prises là-bas, mais ces gens n'ont que faire de considérations humanistes. C'est-à-dire les grands thèmes, alors quand on en parle, parce que malheureusement aujourd'hui, la société, enfin les électeurs s'éloignent de plus en plus de ces idées d'idéologie. Mais malheureusement, ces grands thèmes d'humanisme qui un peu guidaient, animaient la vie politique, s'éloignent de plus en plus. Et c'est de plus en plus un monde d'affairistes. Regardez comment on peut se placer. Alors, ils sont plus ou moins brillants, et ils arrivent à traverser dans le filet, mais oui, mais plus ou moins brillants, mais tous issus du même milieu, des mêmes formations. Oui, mais c'était comme ça avant aussi. Ça a toujours été comme ça, sauf que perpétue. Aujourd'hui, ils se reproduisent entre eux, mais aujourd'hui, ils sont moins compétents, ils ont moins d'idéologie. Aujourd'hui, c'était toujours entre copains, mais il y avait un peu plus de background idéologique. Ça a toujours existé, le copinage à droite, à gauche, les socialistes, on a vu à l'époque de Hollande ou d'autres. Chaque gouvernement fait sa sauce. Mais il y avait la force de ce parti, parce que la REM sort de nulle part. Ils ont pris des copains à droite, à gauche, ils ont fait un parti. Mais le Parti socialiste a quand même une vieille histoire idéologique où l'idéologie est encore vivace. Et quelque part dans les couloirs, c'est toujours rappelé aux adhérents, nous sommes socialistes. Maintenant, il y a mal à dire son nom, c'est quoi? C'est la REM. Si on prend la REM sans idéologie, l'idéologie, c'est d'occuper le pouvoir et de faire en sorte que le peuple reste tranquille. Voilà. Non, mais par rapport au CV là, que vous énonciez de Jean Castex, moi aussi j'ai du mal à Castex. C'est Castex. Castex. J'ai aucune compétence particulière en politique, mais quand vous me décrivez son parcours que je n'avais même pas regardé, moi je vois juste un gestionnaire en fait. Je vois une secrétaire de direction hyper spécialisée. Sur de l'ENA, hein. C'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire, un comptable et tout. Mais comment il fait pour garder leur casquette de comptable alors qu'il est maire quand même depuis 12 ans, il est conseiller départemental depuis 5 ans, il a été conseiller régional, donc il a des petits mandats aussi au niveau local. Ce qui est étonnant, et là je rebondis sur ce que M. Coriolan disait, ce qui est étonnant, c'est qu'on a un Macron qui est féru de littérature, de grands hommes, de philosophie, et effectivement, il y a un vide cruel de philosophie politique, et on a en face des gens, on a l'impression, qui sont effectivement des gestionnaires administratifs. Il n'y a pas une essence, quelque chose qui correspond à ce que Macron, quand il discourt sur l'art et la littérature et tout, on n'a pas ça en fait dans la réalité. C'est plat. Il y a un gars qui pour l'adolescence, il y a quelqu'un bouquin sur la dépolitisation. Je crois qu'on est en face de ça en France aussi, une dépolitisation. Pour la Guadeloupe, c'est encore pire. C'est encore pire pour la Guadeloupe. Et quand vous regardez les discours politiques en France, au niveau de l'Assemblée, par exemple, qu'est-ce qui les tient? C'est sûr que la culture de gauche, ce sont les gens de la France insoumise, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il y a un discours politique derrière, il y a une vision politique. Oui.
Une vision politique. Et là, bon, on sent que c'est toute la tradition de la gauche. On parlait du socialisme, mais depuis autant de laisser Fillon, mais les gens du Parti communiste aussi. Okay? Donc il y a un restant, disons, qui est là. Donc, okay? Mais pour le reste, même les gens de la droite, les Bayrou, il n'y a pas de discours politique. Okay? C'est la gauche et l'extrême gauche qui tiennent ce discours-là. En Guadeloupe, je peux dire que c'est pire. Quand il y avait des anciens hommes politiques en Guadeloupe, vous connaissez qui étaient ceux qu'ils étaient, mais je ne sais pas moi, Lucien Bernier avait une vision. Il avait une vision, même Frédéric Jalton avait une vision. Okay? On sentait que c'était des hommes. Et même Candace, ils étaient de droite, mais ils avaient une vision qu'ils défendaient. Okay? Tandis que là, nous sommes, dans l'à peu près, nous sommes. Les gens ici, souvent, ils annonnent la politique. Mais ils n'ont pas fait tout le parcours, ils n'ont pas de formation. Je te dis, en France aussi, d'ailleurs, il y a un gars qui disait qu'un homme politique en France, il avait surpris d'ailleurs un responsable politique de gauche en France. Il avait un livre de chevet pour sa lecture pour les vacances, c'était quoi? La politique pour les nuls. Mais vous vous rendez compte? La politique pour les nuls. Moi, il en est C'est-à-dire, vous voyez, au niveau de responsabilité où il est, et puis bon, c'est ça quoi. Il revoit quand même ses bases. Voilà, ses bases. Non, mais c'est dû au fait aussi que l'abstention ayant gagné beaucoup de terrain, sur les gens me demandent, mais alors, l'un est lié, c'est de la poule et de l'œuf, bon. Mais aujourd'hui, les gens vont beaucoup moins dans les bureaux de vote, et s'expriment beaucoup moins aux élections, à cause de tout ça. Parce qu'ils se disent, mais à quoi bon? Exact. À quoi bon, puisque finalement, ils me proposent quoi? Alors en Guadeloupe comme en France. Hein. Et ces gens-là ont trouvé qu'il y avait un filon. C'est-à-dire, comme ils s'expriment très peu, si on arrive à créer un groupe et on est suffisamment fort pour que autour de nous, il y ait suffisamment de gens, Macron a été élu avec quoi? 25%, 30% maximum. En face, il y avait quoi? Il s'est arrangé pour être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Donc c'était gagné d'avance. Voilà, bon. Donc, c'est un calcul aujourd'hui qui est fait par rapport à l'abstention. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, à Sentinelle, on le dit, ne croyez pas qu'aller voter, c'est fini. Il faut, et même dans votre colère, dans la colère que vous pouvez avoir de plus extrême chez vous, sachez que c'est votre expression démocratique qui va vous permettre de changer les choses. Alors, dans ce cadre-là, pour l'instant, peut-être que le cadre, et nous on souhaite qu'il évolue, mais c'est l'expression populaire. Parce que si on reste silencieux, rien ne changera jamais. Ces gens-là sont organisés pour gagner des élections. Ils sont organisés pour rester en place. Les machines sont prêtes, on est d'accord. Les machines sont prêtes et l'abstention les arrange. Sachez que plus ils vous dégoûteront, plus ils prospéreront entre eux. Et malheureusement, parce que je vois, par exemple, sur les réseaux, je m'exprime sur les réseaux sociaux et et je vois des choses. Je sens des gens qui sont en colère et qui sont frustrés de certaines de choses, mais ce sont des gens qui peut-être ne votent pas parce qu'ils n'ont pas de réponse. Mais impliquez-vous, cherchez, je ne dis pas de nous suivre, de suivre un tel ou un tel, mais impliquez-vous là où ça vous semble le plus intéressant, mais allez en politique, allez voter pour transformer votre pays. Parce que vous croyez que l'abstention va aider le pays? Non. Parce que la révolution, je n'y crois pas. En tout cas, je n'y crois pas, le système a les armes. Et l'armée, donc on pourra toujours marcher dans les rues pendant des heures et des années. Exactement. Le système a les moyens de nous faire rester en place, sauf si l'ensemble de la population... Regardez pour le Covid. Combien de gens, alors sans tomber dans le... comment ils ont appelé ça? Sans tomber dans le complotisme. Mais combien de gens ont trouvé aberrant le fait d'arrêter 4 milliards d'êtres humains sur la planète? Tout le monde a obéi. Parce qu'il y a des outils. On a joué de la peur, on a joué des choses. Tout le monde est jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis effaré. J'ai du mal à mettre le masque, mais je vais dans la rue, les gens me saluent à distance, me checkent et tout. Donc, la peur a marché. Il y a des outils pour faire rester en place les foules. Exprimez-vous. Il faut changer ça. Si vous n'êtes pas content de ça, impliquez-vous en politique, cherchez les hommes et les femmes qui ressemblent le plus à votre idéologie. Et c'est pour ça, effectivement, que peut-être on a eu des résultats un peu changeants pour ces élections municipales, à savoir, bon, si ça va changer quelque chose dans le fond, je ne sais pas, mais je vous poserai la question, justement, en deuxième partie d'émission. Je vais diverger sur une chose. Gardez la propos, monsieur Moussillon. On fait une petite coupure pub et on revient tout de suite en plateau.
là-dessus de toute façon. Obstination, mais détermination. On peut. Quand il était candidat à la région, ça m'a toujours fait rire Cornet. Il dit quand nous serons présidents. Mais il parle de lui, oui. Oui, mais justement, on est de retour à l'antenne et on a déjà commencé le débat sur les municipales hors plateau. Vous l'avez compris. 14 nouveaux maires ont donc émergé de ces élections municipales 2020. On va commencer par celui qui fait le plus parler de lui en ce moment, et malheureusement pas qu'en bien. Il s'agit de Cédric Cornet, le nouveau maire du Beauzier. Vos avis sur son élection? Je crois qu'on a une habitante du Beauzier, elle va commencer. Vous avez été désigné d'office, maître Massago Lacavette. Je suis commise d'office. Donc, à vous le maire. Votre avis sur le nouveau maire du Beauzier? Enfin, le nouveau maire ce dimanche. Nouveau maire ce dimanche, comme j'allais dire, comme beaucoup de Guadeloupéens qui est doté du WhatsApp. Il y a une vidéo qui a fait le buzz là. Je suis restée un petit peu stupéfaite. Laquelle? Le patron? Le patron, oui. Ou, effectivement, comme moi je suis avocate en droit du travail principalement, ça me fait toujours quelque chose d'entendre que quelqu'un est licencié sur le perron devant un établissement public, sans procédure ni forme. Ça, c'est... Voilà. Donc je suis un petit peu stupéfaite. Après, j'aurais souhaité peut-être un peu plus aussi de retenue, de style. On va dire que cette espèce d'imbroglio, ça crie de partout. Oui, d'accord. Mais on peut se tenir. On peut faire ça aussi, je pense. On peut faire ça, non? Je ne sais pas, je reviens encore dans ce qui est de ma compétence d'avocat, je ne sais pas exactement comment se ressentent actuellement les agents municipaux qui ont été ciblés et devant toute une population avec une vidéo qui tourne. Je trouve, moi ça me dérange un petit peu à ce niveau. Voilà, pour le reste, Vous ne vous prononcez pas tout de suite. Non, pas du tout, non. Retenu, comme vous disiez. Alors, Monsieur Coriolan, justement, lui a sorti une lettre ouverte, je crois que c'était il y a 3 jours à peine, lettre ouverte qui a circulé sur tous les réseaux sociaux. Je l'ai reçue en multiples exemplaires, et c'est vrai... C'est vrai que c'est un peu choc. Bon, à Sentinelle Guadeloupe, vous aimez bien les messages chocs. Et je vais juste lire le début du message. Je disais donc, vous commencez comme cela, je disais donc, arrêtez fait gel azote en lait corné depuis quelque temps, tout ce que la Guadeloupe compte de bien-pensants, de bienséants, de grenouilles, de bénitiers, d'ecclésiastes à la vocation échouée, de journaleux qui n'auront une carrière politique que dans leurs fantasmes, se croient en mission pour le très haut en se livrant à une guerre de tranchées contre Cédric Cornet, le candidat élu maire du Gosier dimanche dernier avec un score de maréchal. Oui, non mais... Alors, je ne suis pas l'avocat de Cédric Cornet, je ne le connais même pas personnellement, mais c'est quand même surprenant cette espèce de frénésie contre Cédric Cornet. Alors, juste 2 minutes sur l'histoire de la menace qu'il a pu proférer sur les agents municipaux. C'est pas un licenciement, mais un avertissement qu'il a fait à un policier sans être son avocat, mais ce que j'ai vu, il était sur un coup de pression devant la mairie où il y avait une décision qui devait être prise, qui n'a pas été prise, et il avait en face de lui le policier. Il a dit oui, mais manifestement, vous outrepassez vos lois de policier, n'oubliez pas que c'est moi le maire. Non, je ne parlais pas du policier. Bon, sur cette affaire-là, de la directrice générale du service. Oui, voilà. Il y a une chose alors. Qui sera changée à partir de lundi. Ah, bon, ça... Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on arrive avec son administration. Oui, non, mais ça, ce sera de tradition. Il ne va pas fonctionner avec un cabinet. Je trouve, parce que je ne connais pas l'histoire juridique, je ne l'ai pas approfondie. Je sais qu'il y a eu des condamnations, il y a eu des appels, il y a eu de multiples choses. Mais en face, on avait quoi? On a quand même le clan du Gosier, dont tout le monde est conscient qu'ils sont directement responsables ou indirectement dans l'histoire du SIAG. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays-là. Si Cornet n'est pas en mesure d'être maire du Gosier, il y a la justice. Alors, attaquer la justice qui fait mal son travail, mais s'il se présente, c'est que la justice l'a laissé libre d'être maire. Il n'est pas inéligible, ça c'est... Il n'est pas inéligible. Donc, dès lors qu'il n'est pas inéligible, 4700 Gosiériens le portent à la mairie,
Et une partie des réseaux sociaux font la fronde contre lui. Si vous avez des éléments accusatoires pour le faire enfermer immédiatement, faites-le. Ou alors, arrêtons cette forme d'hypocrisie, parce que je pense qu'Harry Boussillon, depuis des années, il a été maire, il a connu la politique depuis tantôt. Des histoires sordides dans le milieu de la politique en Guadeloupe, on en connaît beaucoup. Mais il semblerait qu'on ait plus de facilité avec les histoires de détournement, de financement. Il y a le financement, mais il y a des histoires sexuelles aussi. Il faut dire les choses. Il y a beaucoup d'histoires sexuelles, hein, de chambres noires, de chantage au travail, et des choses comme ça. Est-ce que c'est... Je ne dis pas, et je ne connais pas l'affaire, et si Cornet l'a fait, il a tort et il doit être condamné, certes. Mais aujourd'hui, on découvre que ces pratiques-là existent. En métropole, on a l'histoire des Giscard d'Estaing, des Chirac même, qui allaient jusqu'en Afrique se faire des petits plaisirs interdits. Enfin bon, il a été élu, d'accord ? Je ne vois pas pourquoi on veut l'empêcher d'exercer. Et je pense que la population s'est exprimée aussi très fortement face à cette espèce de monde ancien qui tient absolument par tous les moyens à rester en place. En face, on avait effectivement le clan Gillot qui, depuis des années, a géré Gosier, et dont les Gosiériens ne voulaient plus. Donc je pense que Cornet a surtout été l'outil qui a permis de chasser Dupont et compagnie. Mais respectons les gens du Gosier quand même. Parce que toutes ces critiques-là, le traité aujourd'hui de pédophilie, alors sous prétexte, la jeune fille, elle ne s'est jamais exprimée. L'affaire a été jugée. Est-ce que c'est du respect pour la jeune fille de remettre ça encore sur les médias, d'en parler sur les réseaux sociaux et tout ça? Non, il faut un moment qu'on sache raison garder. On n'aime pas Cornet, certes, vous ne l'aimez pas, trouvez des raisons valables, ouvrez le dossier, faites-le enfermer, mais enfin, je trouve ça ahurissant et assez triste quand même de s'acharner. C'est le buzz. Vous vous rendez compte en Guadeloupe à quel point on en est? Alors, si on veut aller plus loin, et je l'ai écrit, c'est-à-dire, Cornet, c'est nous qui l'avons engendré. Enfin, je dis nous, c'est tous ces gens qui le critiquent aujourd'hui qui l'ont engendré, ou parce qu'ils n'ont jamais été aux élections, ou parce qu'ils ont été complices et copains avec les gens qui étaient au pouvoir, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui, les gens du Gosier ont le choix entre des gens dont on dit qu'ils sont les fossoyeurs du SIAG et un jeune homme dont on dit qu'il est délinquant sexuel. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est vrai que et on revient à l'idéologie qui a disparu, parce que je l'ai écrit également. Cornet, moi je respecte sa victoire, parce qu'il a été quand même maréchalement élu. Mais je ne connais pas son idéologie politique. Je ne sais pas ce qu'il pense de l'avenir de la Guadeloupe. Je ne l'ai jamais entendu. Je constate que c'est un jeune homme très dynamique, qui manifestement voulait plus que les autres, et depuis des années. À la région, il était pareil sur ses dossiers, il était quand même relativement très, très actif, ça, on ne peut pas lui enlever ça. Mais ça n'est pas mon idéologie. Je ne connais pas son idéologie politique, donc je ne peux pas dire c'est un garçon qui me plaît politiquement. Mais en fait, fichez-lui la paix et laissez-le faire son travail. Quand j'entends un syndicat dire qu'il ne doit pas se présenter dimanche à la mairie, que chacun reste à sa place. Enfin, on nage en plein délire. Voilà. Donc je l'ai écrit. Il y a tellement de choses dans cette chose, dans cette lettre. Les gens ont un peu compris ce que je voulais dire. Non, le message est clair. Laissez ce jeune homme travailler et puis. Alors s'il y a appel, mettez-le en prison, mais enfin, maintenant qu'il est élu... En fait, il a été acquitté en première instance, il a été condamné en appel, et là je crois qu'il n'est pas en cassation, il me semble qu'il n'est pas en cassation. Il me semble qu'il a dit qu'il a été condamné en première instance aussi. En première instance aussi? Non. Il n'avait pas été relaxé? Il avait été relaxé. D'accord. Bref. Je ne suis pas l'avocat, je ne suis pas dans le dossier. On fera un autre épisode sur... Je ne suis pas dans le dossier. Bref, il était éligible, il a été éligible en tout cas, ça c'est un fait. Et alors, il y a quelqu'un qui dit, excuse-moi Harry, on a quand même un préfet qui est très légaliste. Je pense que s'il y avait le moindre souci sur la situation démocratique... Clairement, il aurait été écarté. Il aurait agi. Mais encore une fois, moi, tout ça, ce sont des paraphrases et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui critiquent Cornet, ce sont eux qui l'ont engendré. C'est tout. Sa victoire, en tout cas, maire de Gosier, d'une grande ville, et peut-être parce qu'on est en train de lui tailler un avenir politique, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font.
Mais on verra, l'avenir nous dira. Ah non, mais médiatiquement, là, tout est en train de tourner autour de lui. Il devient une des figures politiques les plus populaires en Guadeloupe. Buzz négatif ou pas, il devient une des figures les plus connues. Monsieur Broussillon. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Que... Non, si vous n'êtes pas d'accord pour le condamner, pour l'enfermer, vous le rendez inéligible. On ne peut pas être d'accord parfois avec la loi française voilà, et puis là, on ne veut pas accepter la décision qui a été prise. Il est éligible. Donc s'il est éligible, il peut être élu. Donc effectivement, à la lèvre du syndicat, ils ont dit qu'il n'en donne rien, on le conseille parce qu'il sera officier d'état civil, il sera officier de police judiciaire, etc. Bon, non, il est élu. On peut ne pas être d'accord, moi je n'ai aucune affinité particulière avec lui, je ne le connais pas. Okay? Mais je crois qu'il faut bien regarder ce qui se passe. Les élus politiques de Gosier qui étaient en place étaient disqualifiés. Qui d'autre les gens allaient choisir? Regardez bien la liste des candidats qui étaient là. Qui d'autre on allait choisir? Ils ont choisi celui-là parce qu'il est davantage sur le terrain. Et puis, il faut le dire, il a du bagot. C'est un bon débatteur. Il fait du terrain. Il fait de la politique. Et puis, il dit qu'il est chargé d'une mission. Il est peut-être malade aussi, tout ce qu'on veut. Mais il dit qu'il a une mission. Je vous rappelle que quand il a été élu conseiller régional, ça avait surpris aussi. Oui. Rappelez-vous que sa liste était sortie en troisième, quatrième position. Devant celle de Jeanimont, comme devant celle de Noméatel, devant celle de tout le monde. Et personne ne l'avait vu venir. Et il était paru. Parce que il a cette vision-là, il a cet engagement-là, il se donne sans compter, et il y croit, il a du culot, il va au culot, le gars. Donc, maintenant, effectivement, je crois que ce qu'il a fait de la mairie, les déclarations qu'il a fait, je mets ça sur le compte de sa jeunesse, de sa fougue, peut-être que ça enfle un peu, et puis il ne connaît pas comment ça fonctionne. La DGS, on ne peut pas la balancer demain, et on a au moins 6 mois qu'il faut attendre, et la repositionner, mais pas la licencier. C'est une fonctionnaire, il y a un statut de la fonction publique territoriale. Donc il ne peut pas faire ça. Donc il peut toujours dire ça, il va revenir à la réalité demain. Mais il a dit ça sous la fougue. Je crois que le procès qu'on a fait, l'acharnement qu'on a maintenant sur Cornet, ça le renforce. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte de ça. Quand vous envoyez ça sur l'individu, ça le renforce. C'est-à-dire que ses partisans vont se ressouder encore davantage. Le meilleur, ennemi, entre guillemets, de Cornet, en fait, c'est lui. Ce ne sera pas ce qu'on va faire. C'est lui, la façon dont il va gérer la suite. Mais plus on va l'attaquer sur ça, plus il risque de se renforcer. C'est pourquoi il faut faire très, très, très attention à ça. Très, très attention. Mais, en tout cas, moi, je ne participe pas à ça. Je suis pas... Il n'a pas de vision politique pour moi, il fait ses discours, il est actif, ok, d'accord, etc. Maintenant, on va voir après. On va voir ce que ça donne. Je n'y crois pas beaucoup. D'où je suis. Je n'y crois pas. Mais je ne peux pas dire qu'il va échouer non plus. Je ne sais pas. On attendra de voir. Je ne sais pas. Mais moi, je recommande surtout, à ceux qui passent leur temps à le fusiller, quoique je pense que ça va tomber bientôt, de faire très attention. Il va se renforcer. Et puis, monsieur Luce, il y a une chose, si ces gens sont extrêmement convaincus qu'il ne pouvait pas être maire, ils n'avaient qu'à aller faire campagne à Gosier contre lui. Ouais. Il y a eu quand même les élections. Au deuxième tour, ils avaient largement le loisir et le temps d'aller mener campagne contre Cornet, plutôt que de venir merder les gens sur les réseaux aujourd'hui, pour une affaire jugée, enfin pour des considérations morales, et excusez-moi. Non, c'est hypocrite, c'est bas. Encore une fois, je ne veux pas être son avocat, je ne connais pas l'affaire ni quoi que ce soit, je parle démocratiquement. Démocratiquement, nous l'avons engendré, assumons-le ou combattons-le. Nous voulons le combattre, vous estimez, et cette affaire-là dure depuis longtemps, donc tous ceux qui s'expriment contre lui aujourd'hui connaissent cette affaire-là depuis longtemps. Il était suffisamment puissant et nombreux pour aller accompagner M. Christophe à Gosier. Je pense que le score a été encore plus grave. Parce que, et après, on clôt sur Cornet pour avoir le temps de parler d'autres candidats. Disons, pas je sais pas de combien de voix, à 4900 voix. Qui arrive à 49,90% des suffrages.
ne vais pas dire que les gens du Gosier sont fous quand même. Ils ne sont pas fous. Ils ont fait un choix. Et est-ce que nous sommes capables de respecter un choix démocratique? Est-ce qu'on est capable de faire ça? En disant on n'est pas d'accord avec lui. Il y a plein de soupçons sur lui. Peut-être que demain, il caille la joie. D'accord. Mais respecter les gens qui ont voté pour lui. Vous savez, en 2003, quand il y a eu le référendum en Guadeloupe, c'est tout à fait différent, mais je fais le parallèle, où la Guadeloupe a voté non. Moi, je me rappelle, moi, j'étais malade comme tout. Et j'ai un copain à moi qui a dit, je quitte la Guadeloupe. Comme un ami à moi dit qu'il va quitter le Gosier. Ok? Un copain à moi, je quitte la Guadeloupe. Je ne peux pas avec ce peuple-là. Mais c'est notre peuple. C'est notre peuple. Mais c'est nous. C'est nous, ça. On va le mettre à la mer, le peuple. Non? Il faut comprendre ce qui se passe, prendre de la distance par rapport à ça et traiter le problème. Remettons-nous en question. Et toujours, rapidement, sous cet exemple du référendum, j'ai eu une réaction de quelqu'un, effectivement, qui était tellement outré que le non l'ait emporté, et qui disait, il dit, mais pose-toi la question, quand 75% des gens choisissent quelque chose, la question n'est pas de savoir s'ils ont tort. Remets-toi en question. Les gens ne sont pas fous. Même si on dit des fois pour rigoler que c'est un asile. Bon, 4700 fous, ça ferait beaucoup quand même. Non, ça fait beaucoup. Non, c'est il y a des individus fous, il n'y a pas de peuple. Il faut arrêter. Il faut que les gens s'investissent en politique. Tous les gens qui s'expriment, je les invite à lancer une grande initiative. Et se présenter. Et se présenter aux élections. Il y a quand même. Il est son principal ennemi. Alors, parlons maintenant de Jean-Philippe Courtois. Jean-Philippe Courtois, trentenaire, quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il a un parcours exemplaire selon vous? Conseiller régional, jamais fait de vagues, il a attendu son tour, il a été élu maire de Capesterre. Il y a dans ces élections-là, bon, on pourrait passer tout ça en revue, mais il y a beaucoup de gens ont parlé de renouvellement de la classe politique. Exactement. Est-ce qu'on a un véritable renouvellement? C'est ça. Moi, je ne vois pas ça tout à fait comme ça. Les gens qui ont été battus, très grande majorité, ils étaient frappés par les yeux du pouvoir. C'est clair. Beauchamp a été battu. Adémar a été battu. Même Jean-Charles, d'ailleurs, sur Pointe-Noire, qui était de l'équipe de Desplan, a été battu. Bangou avait les deux trucs. Il y avait l'héritage du père et l'usure également. Ça fait un bout de temps également qu'il est là. Qui d'autre encore? Je pourrais prendre... voilà. Bastère. Alors, Bastère, c'est l'époque, c'est l'usure, mais c'est surtout, c'est un peu pareil que Jacques Bangou, c'est l'héritage du père et de la mère, et puis, tu vois, on paye ça. Première chose. La deuxième chose, on est battu pour des questions concrètes telles que l'eau. Saint-François, il y a du ça dedans. Gosier, il y a du ça dedans. Capesterre, Gosier, Saint-François. Voilà. Celui qui passe, c'est qui? C'est Christian Baptiste, sur Sainte-Anne. Il y a une différence avec Christian Baptiste. Christian Baptiste se trouve en confrontation où son principal adversaire, qui est un camarade, qui est un ami, disons, est plus âgé que lui. Et il n'est pas encore usé, Christian Baptiste. Quand on regarde bien les choses, Courtois ne pouvait pas échouer. À cause de toute l'histoire de Capesterre, du problème que Joël Beauchamp a pu avoir, etc. Il était en ascension. Je pense que quelle que soit la personne que Joël Beauchamp doit avoir de son équipe, Courtois était sur une trajectoire. Il y a une chose que Courtois a réussi à faire, je trouve relativement habilement, c'est de se détacher de la Macronie. Et parce que c'est quand même le vice-président d'Henri Chalus. On n'a pas vu Chalus à Capesterre. Je ne sais pas si c'est Courtois qui n'a pas voulu, si c'est Chalus qui n'a pas été. Mais enfin, Courtois, pour avoir eu une discussion avec lui une fois entre deux plateaux radio, je sais qu'il est un petit peu détaché de la Macronie, parce qu'il se serait affiché Macron avec toute la horde macroniste à Capesterre, je pense que même sa jeunesse n'était pas assurée. S'il avait eu Chalus et qu'il avait eu Servat en soutien à Capesterre, je pense que Beauchamp n'a pas encore une chance de passer. Il a su se détacher un peu de ça, il n'en a pas trop parlé, alors je ne sais pas s'il est macroniste ou pas, tel n'est pas le propos. Il ne se présente pas en tant que tel. Il ne se présente pas en tant que tel. Il est Guadeloupéen. Il est Guadeloupéen. Il est Guadeloupéen. Oui, il est Guadeloupéen. Guadeloupéen, c'est la grande question. Où est Guadeloupéen dans le macronisme? Mais Guadeloupéen, depuis le Frigé, GUSR a toujours été un parti un peu comme ça. Et sauf que qui sait toujours très bien se dissimuler à droite, à gauche. Il n'a pas eu le soutien de la République en marche, pour toi, comme Yakou?
Il paraît à tout début, mais il a très bien masqué. En tout cas, il a réussi à... Il est stratège. Il n'est pas passé comme un grand macroniste. Et bon, mais en tout cas, il est jeune et c'est aussi l'époque... c'est l'époque Cornet. Ils ont commencé la politique ensemble. Ils ont commencé ensemble. Les incorruptibles. Non, mais bon. Exactement. Après, reste à voir comment la mairie va être gérée, c'est important. Et puis encore les budgets, on n'en a pas parlé. Moi, je recherche l'idéologie, je ne connais pas non plus l'idéologie de Courtois. Ce sera défini. Je sais que Beaujean, c'est un ancien indépendantiste qui avait quand même une idée de la Guadeloupe qu'il a abandonnée, mais enfin, à l'époque, Beaujean avait quand même une grande idée de la Guadeloupe, qu'il a perdu avec le temps, avec l'âge. Mais enfin, il y avait comme à Capesterre un background idéologique. Avec Courtois, qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que ça va être juste de la gestion administrative d'une ville? Certainement, ou du comblage de déficit, puisque de toute façon on a 29 communes en déficit sur 32. Que la Guadeloupe en soit là, quoi. Donc bon, Maître Massingo Lacabé. Non mais comment on va faire en fait pour que ces nouveaux maires puissent changer le fion. Je ne sais pas. Moi j'exerce à Pointe-à-Pitre, donc je suis à Pointe-à-Pitre, je me dis comment on va faire avec moins 82 millions. Je suis... même avec un Durimel plein de volonté. Ouais, là il va falloir faire preuve de beaucoup d'invention. Après, au niveau familial, je suis de Capesterre, puisque c'est là qu'il y avait sur le Capesterre. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi petite, je me rappelle, j'ai des souvenirs de Papa Yaya. Oui, exactement. Ah oui, un petit peu fou comme ça. Mais qui avait une idéologie. Oui, claire je me rappelle de quelqu'un qui avait comme ça quelque chose de virulent, qui captait l'attention. J'étais pourtant toute petite, hein, donc je me demande comment ils vont faire. Alors c'est bien effectivement de renouveler, mais est-ce qu'on leur donne les moyens? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire quelque chose? Là, il va falloir voir sur les prochains mois, mais c'est un sacré challenge. A priori, sincèrement, ils vont faire de la gestion de déficit. Sur Pointe-à-Pitre, ça, de toute façon, les choses sont claires. On va pas résorber un déficit de 82 millions, même en une mandature, je ne pense pas que ce soit possible, vu que de toute façon, la pression fiscale est obligée d'augmenter. Donc, ça va rester compliqué. Donc, finalement, c'est une élection peut-être un peu pour rien. Non, pour le futur. Je ne sais pas. On va voir. Non, on va voir il faut sortir de ce système. Non, je ne sais pas comment, mais il faut en sortir. On va voir quand on fera le point à Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'on va confirmer les 82 millions de déficit? Ouais, Vous pensez qu'il y a plus ou moins? Au moins. Il peut y avoir moins. Comme il peut y en avoir plus. Non, en fait, moi je suis toujours très réservé sur ces trucs-là. Je sais, moi je le dis parfois, on ne veut pas m'entendre le dire parce que ça peut coûter, mais que la Chambre régionale d'écoute n'est pas toujours neutre. D'accord. Je sais qu'elle n'est pas toujours neutre, je pense qu'elle prend des positions politiques aussi. Je pense que quand elle veut la peau de certaines personnes, moi j'étais même en exercice, hein, je sais comment ça fonctionne, ces trucs-là. C'est vrai que pour abattre... c'est une chambre noble, mais elle n'est pas vertueuse, quoi. Elle n'est pas toujours vertueuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas 82, j'attends voir. J'attends voir, comme j'attendais voir également pour la communauté du Sud-Basse-Terre, est-ce qu'effectivement le déficit est ce qu'on disait. Okay? Bon. Mais les maires vont échouer encore s'ils considèrent qu'ils sont de simples gestionnaires. Si on fait une bonne politique, on a forcément une bonne gestion. Mais si on fait une bonne gestion, soi-disant, on n'a pas forcément une bonne politique. Il s'agit de définir les priorités. Il faut inverser les priorités. Si effectivement vous vous mettez à gérer, disons, comme un gestionnaire technocrate, mais sans vision, vous allez faire des erreurs. Mais sauf que si vous définissez des priorités et vous inversez les priorités, il y a des choses, disons, qui ne sont pas compatibles. Et il faut expliquer au peuple. Je prends un exemple. J'ai vu lors du débat qu'un journaliste insistait pour dire à un candidat, mais vous allez augmenter les impôts? Alors le candidat essaie de... Non mais dites-moi, vous allez augmenter? Il n'ose pas dire qu'il va augmenter les impôts. Mais c'est un peu un crime qu'on augmente les impôts. L'impôt c'est un peu la justice sociale aussi. Mais dès qu'il y a augmentation d'impôts, on voit comme mauvais gestionnaire. Il faut expliquer à quoi, je ne dis pas qu'il faut forcément, mais il faut expliquer à quoi ça sert. Et il faut que les gens voient le résultat. Vous savez, je suis féru de la démocratie participative et j'ai eu l'occasion de participer, disons, à des congrès internationaux là-dessus. Et je me rappelle une expérience qui a lieu en Italie, qui était extraordinaire dans une ville d'Italie, où le maire, le pouvoir municipal en place, a interpellé la population par référendum sur l'augmentation ou non des impôts, avec 3 possibilités.
on maintient, on augmente de temps ou on augmente de temps. Si on maintient, on peut faire ça seulement comme réalisation, en termes d'investissement. Si on augmente de 2%, de 3%, etc. On aurait pu s'attendre à ce que les gens disent non, on reste pareil, les gens ont choisi l'augmentation des dépôts au milieu. Avec à la clé, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, le problème, c'est un problème de pédagogie, expliquer. Les gens ne veulent pas d'augmentation des dépôts parce qu'ils ne voient pas que le service public... Mais du problème de pédagogie, M. Boussillon, on aura un problème de confiance. Un énorme problème de confiance. Parce que même si vous venez dire on augmente les impôts, on vous qualifiera tout de suite de mauvais gestionnaire puisque tout le monde est en déficit. Oui, mais je pense... Non, mais de toute façon, quand vous n'augmentez pas les impôts, on décide d'augmenter pour vous. De toute façon. Le préfet, avec votre budget, on augmente les impôts. Donc il vaut mieux que ce soit vous qui soyez maître de l'affaire. Mais vous pouvez faire ça avec la population. Parce que parfois, on pense que les gens ne comprennent pas. Les gens peuvent comprendre. Oui, mais quand les gens ont déjà payé, mais ça peut être compliqué. Comme sur le dossier de l'eau, il y a leur plan Marshall de l'eau. L'eau, c'est autre chose. Moi, je parle des impôts locaux. Il faut que les gens voient ce que vous allez faire avec leur argent. Mais si vous parlez des poubelles là, panier d'électricité, tout ce qu'on a là, les gens vont vous dire non. OK? Et moi, je crois, c'est pourquoi quand tu disais que la révolution... Non, moi je crois en la révolution. Je crois à la révolution. La révolution, c'est pas la révolution armée avec les armes, c'est pas ça. Mais la révolution, ça a dû la transformation sociale. Oui. La transformation sociale, la transformation des rapports sociaux, la transformation de la politique. Nous avons des urgences en Guadeloupe qui sont là. Il y a une urgence sociale qui est là. Les inégalités sociales, la misère sociale, c'est là. Donc, c'est une priorité, ça. Il y a une urgence écologique. Il y a une urgence démocratique. Il y a une urgence économique. Elles sont là, ces urgences-là. Traitons-les, mais ne les traitons pas comme un pouvoir en haut. Traitons ça avec les gens. Et moi, je reste persuadé vraiment, qu'en appliquant, disons, une vraie politique de citoyenneté avec la population, de participation citoyenne, si on décide de gérer la ville avec les habitants, gérons la ville avec les habitants, les gens ont des idées extraordinaires. Moun la qui peut dire, pour faire, ou qui vient en quartier, en section, ou qui dit, moi je le dis pour l'avoir vécu, ou qui dit, moun la, qui sauve les besoin. Et qui dit, non, mais nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça, choisir, dans ça, nous ne pouvons pas faire. Les gens choisissent. Seulement, il faut tenir votre parole. Il n'y a pas promettre, il faut respecter les engagements. C'est ça. Ça va être ça aussi. Promettre et respecter les engagements. Et faire évoluer aussi les modes de scrutin. Parce qu'on est à l'ère informatique et continuer à dire aux gens qu'on doit continuer à se rendre aux urnes pour pouvoir voter, pour prendre des décisions importantes pour la cité, ce n'est plus nécessaire. Et les applications devraient être développées en ce sens pour qu'on puisse participer à la vie démocratique activement. Mais pour résumer, pour conclure là-dessus, je crois que au niveau des collectivités, et c'est ce qu'on disait par rapport au nouveau maire, le problème c'est qu'on prend une commune, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la commune et pour la Guadeloupe? Pour la Guadeloupe. Parce que toutes les urgences dont j'ai parlé là, disons un traitement au niveau local, c'est-à-dire c'est penser global, agir local. OK? Penser global, mais agir local. Qu'est-ce que tu fais pour l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence économique dans ta commune? En tout cas, M. Broussillon, puisque le temps nous fait défaut, vous avez une petite idée à soumettre justement au nouveau maire de Guadeloupe et à tous les maires en général, puisque vous organisez donc un beau comptage à parole sur la parole connectée et un beau comptage qui sera sur la question de la toponymie en Guadeloupe. Alors, faut-il changer le nom des communes, des sections, des rues? Pourquoi, comment, pour qui, pourquoi faire? Pourquoi vous travaillez là-dessus? Avec le déboulonnage des statuts, ça vous a... Non, ça en fait... Bon, il y a ce contexte-là, mais l'idée est venue. Pourquoi? Parce que lors de l'investiture du maire de Petit-Bourg, il a fait une déclaration solennelle disant, à partir d'une citation de Patrick Chamazo, où Patrick Chamazo expliquait qu'il fallait défaire le chelchérisme. Donc il a repris la citation, il disait qu'il faut défaire le chelchérisme, et moi donc je vais proposer au conseil municipal de la commune à renommer la rue Chelcher de la commune et l'appeler la rue de la Liberté. Bonne initiative. C'est une initiative, je ne sais pas si elle est bonne, c'est une initiative. Bon. Moi j'aime toujours voir les choses de manière globale.
La rue Chelcher à Petit-Bourg existe. Moi, je suis de la rue Chelcher. Je suis de la rue Donc Chelcher. vous n'appréciez pas le nom de votre rue? Non, non, j'ai vécu là-dedans, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a aucune objection a priori. Aucune objection a priori. Mais il faut bien expliquer, d'une part, comme je l'ai fait dans une lettre ouverte, en disant, mais la rue Chelcher a été dénommée ainsi, ça ne relevait en rien du chelcherisme. D'ailleurs, le même arrêté qui décidait de nommer l'ancienne route coloniale, la rue Chelcher, proposait également qu'on nomme une autre rue, la rue d'Algrès. Voilà. Ça se fait en 1912. En 1912. Donc, c'est vieux. Première chose. Mais VAT, on peut toujours décider de changer la rue. Mais réfléchissons plus globalement. Voyons également le nom des sections communales. Les sections. Ah non, mais il y aura beaucoup de choses à faire. Alors, parce que moi, j'habite dans une commune où pour la majorité des sections, pour des noms d'esclavagistes. Hein. Ben, déjà, on est à Welbourg, donc. Oui, mais moi, j'habite Fougères, Petit-Bourg. Eh bien, le marquis de Fougères, propriétaire de l'habitation Fougères, était le maître esclavagiste de Gertrude l'esclave qui a été pendu et brûlé. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une urgence à et la section porte son nom. Donc, il y a à voir, je propose donc qu'on discute globalement de toute la toponymie, le statut aussi s'il le faut, mais la toponymie, je n'ai pas de point de vue à arrêter là-dessus, hein, parce que c'est quand même complexe. Hein. Les gens dans les communes ont forgé des identités à partir des noms de sections. C'est vrai. Okay, il y a des identités fortes qui existent, hein, mais que le débat soit large et ouvert, et je pense que ça peut être une bonne chose pour l'ensemble des communes de la Guadeloupe. En tout cas, le rendez-vous est donné. Donc, c'est ce samedi 4 juillet à partir de 10h et les identifiants, effectivement, sont accessibles. Oui, avec donc, moi-même, Jean-Pierre Sainton et Georges Rovelas, qui est un artiste sculpteur. C'est-à-dire pour avoir les sensibilités différentes de l'historien, du sociologue, et puis bon, de l'artiste, celui qui est davantage dans les émotions et les vibrations, et qui ressent les choses différemment que nous autres, plus scientifiques, quoi. Maître Massengola Café, un petit conseil pour nos politiques et nos nouveaux maires. Un petit conseil? Oui, pour effectuer leur mandat tranquillement. Je suis aussi une croyante de la démocratie participative. Je pense que les personnes les mieux placées et localement sont bien les personnes qui vivent là où elles auront conscience en première place des problèmes qu'elles rencontrent. Après, j'entends parler dans chaque commune de l'eau qu'ils vont régler le problème de l'eau, mais il ne me semble pas que le problème de l'eau puisse être réglé à l'échelle communale, mais c'est dans sa globalité. Je ne vois pas un maire dire, bon, mais moi je vais changer les tuyaux sur mon territoire à moi, sur ma commune à moi, et tout ira bien. Donc, il ne faut pas vendre aux citoyens un rêve qu'au niveau local, tout à coup, dans cette commune, tout va se régler. C'est pas possible. Je voudrais pas en fait qu'on ait cette espèce de rêve que tout va être réglé du jour au lendemain et au bout du chemin, quelques années après, en fait, on soit toujours au même point parce que chaque personne est en train de compter ses billes dans son coin sur sa commune et ne veut pas travailler avec l'autre et tout. Donc j'ai la sensation comme ça, bon, je n'ai pas écouté tous les discours, je n'ai pas suivi à 100% la campagne électorale, mais de cette envie de se positionner comme étant le sauveur par rapport à un autre, et j'espère que ça ne va pas à la fin aboutir à ne pas travailler ensemble, ne pas travailler en cohésion pour une idée globale de la Guadeloupe, plutôt que de celui qui veut marquer plus de points pour rester la prochaine fois. Voilà. Exactement. Et M. Coriolano, pour finir, rapidement. Je vais reprendre deux mots qui sont revenus, c'est global. Global, penser local, agir global. Et ça rejoint un peu l'idée, moi ce que je souhaite des maires, c'est qu'ils pensent d'abord au Guadeloupe. Donc penser Guadeloupe et appliquer des politiques locales en fonction d'une idée. On revient à l'idéologie, une idée pour la Guadeloupe. Nous, moi je fais partie de ce que j'appelle, mais Césaire l'a dit avant, de courant émancipationniste. Je pense que la Guadeloupe doit s'émanciper du système existant. Quelles sont les voies et moyens
c'est à étudier. Et avec d'autres, nous travaillons d'ailleurs, bientôt vous entendrez parler de ça, à l'émergence de grands mouvements politiques. Alors pour ceux qui se demandaient ce que je faisais de la politique, Ça va pas tarder. Il va marquer il n'y a pas de délai, mais beaucoup de gens, vous avez peut-être entendu, ça se prépare dans... Donc M. Coriolan sera candidat peut-être au régional. Je serai candidat régional, mais je ne dis pas que je serai tête de liste régionale, mais je D'accord. serai... Aujourd'hui, on ne peut pas parler, on ne peut pas se contenter de parler et ne pas agir. Je pense que je fais partie des gens qui sont déçus du LKP et en même temps admiratifs. Et je regrette que tout l'espoir qui a été engendré de ce mouvement de 2009 n'ait pas été transformé. Même si on n'avait pas pu prendre totalement les rênes du pouvoir, il y avait moyen d'apporter un certain nombre d'éléments qui remontaient des revendications de l'époque. Et je pense qu'il faut agir là-dessus, surtout aujourd'hui. On voit que la population attend vraiment autre chose que ce qui existe. Donc avec d'autres personnes, je ne sais pas si ce sera moi ou d'autres, mais nous travaillons à l'élaboration de mouvements politiques guadeloupéens. Très bien. On attend la présentation justement. Je vais lui montrer mon livre. Exemplaire. Non, mais il n'a pas encore fait mon livre. Ah oui, mais le livre de Harry Moussillon, que je viens d'acquérir et qui va contribuer à nos réflexions et à l'action. D'accord. Il va peut-être nous rejoindre. Mais voilà, non, mais il y a des choses à faire. Et je suis content, alors, rapidement, quand même, ce renouvellement, même s'il n'est pas parfait idéologiquement, la population a montré quand même une volonté de changer. D'accord. Et elle va le poursuivre. Donc les maires, ils sont nouveaux pour ceux qui viennent d'arriver, je pense. Et les autres qui sont restés, je pense que c'est parce que la population leur donne encore l'avantage de pouvoir changer les choses. Ils peuvent encore changer. J'ai naturellement confiance en l'homme. Mais en tout cas, prochaine échéance, ce sera un renouvellement, je pense, à 100%. D'ici les prochaines échéances, dans 6 ans. C'est l'idéologie qu'il faut inclure dans le débat politique. Au moins ça. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. J'ai passé un très bon moment, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec nous, enfin amusés. Vous avez passé un bon moment en notre compagnie aussi. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau focus. Un excellent week-end à vous. Bisous. Merci. Et Claudine, comment elle va ? Elle va bien.